Bien, bonjour à tous. Je crois qu'on est à l'heure, on va démarrer. Bienvenue dans ce talk où on va vous parler du temps et surtout de comment est-ce que tout ça, ça marche en informatique. Alors pour ce talk, je suis accompagné de ma collègue Cynthia. Bonjour à tous, je m'appelle Cynthia, je travaille chez Microsoft depuis bientôt 4 ans et je suis expert réseau Azure. Et puis sinon, je connais bien le réseau en général puisqu'avant ça, j'ai passé 20 ans côté service provider. Et du coup, David Santiago, moi je suis Cloud Solution Architect sur la partie infrastructure Azure. Donc l'idée, c'est d'accompagner nos clients sur tout ce qui est réseau, stockage et compagnie dans Azure. Mais on ne va pas du tout vous parler de tout ça aujourd'hui, on va vous parler du temps. Alors dans un premier temps, on va essayer de prendre un peu de hauteur et de comprendre ce que c'est le temps d'un point de vue historique, d'un point de vue physique. Et après, on va faire un petit peu d'informatique. Alors, quelle heure il est, Cynthia ? Il est 15h42, David. Merci. Alors, c'est pratique, sauf que pendant des millénaires, mesurer l'heure, c'était observer le soleil. Midi, c'était quand le soleil était le plus haut, et un jour, c'était quoi ? C'était le temps entre deux passages du soleil au plus haut. Pour mesurer l'heure, on utilisait ce truc-là, qui ne marche pas, si, c'est bon, qui s'appelle un cadran solaire. Plus il était grand, plus on pouvait lire l'heure finement grâce à l'ombre projetée. Le temps était local, chacun avait sa propre heure, intuitif et suffisant pour organiser la vie quotidienne depuis l'Antiquité. Sauf que déjà, à cette époque-là, la nature, la physique, nous joue un tour. Si vous prenez une photo du soleil chaque jour, à la même heure, pendant 1 an, on voit que le soleil, il ne reste pas au même endroit. Il dessine un 8 étrange dans le ciel qu'on appelle l'analème. Cynthia, tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, tout à fait. Donc, 2 raisons à ça. La première, c'est que la trajectoire de l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est une ellipse sur laquelle la Terre n'avance pas à vitesse constante. Et la deuxième, c'est que l'axe de rotation de la Terre est incliné. Et donc, la conséquence, c'est que la position du Soleil est juste, mais elle n'est pas stable. Et donc, par rapport à l'heure moyenne, si on prend le Soleil de midi, certains jours, il va être en avance et d'autres, il va être en retard. Et donc, c'est cet écart en fait que permet de corriger l'analème, et on utilise ça à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Et en gros, on l'utilise comment ? En fait, par rapport à l'heure donnée par le cadran solaire, et selon le jour, on sait combien de minutes il faut ajouter ou retirer pour obtenir l'heure moyenne. Donc, cette approximation, ça marchait très bien tant qu'on cultivait les champs. Par contre, dès qu'on a voulu commencer à traverser les océans, on va voir qu'une erreur de quelques minutes, ça devient une question de vie ou de mort. Alors, en mer, la latitude se calcule se détermine assez facilement. Selon la position du soleil à midi ou des étoiles la nuit, on sait si on est plus au nord ou si on est plus au sud. Par contre, pour savoir si on est plus à l'ouest ou si on est plus à l'est, c'est un peu plus compliqué. Et pour ça, on va faire un peu de physique. Alors, la Terre fait un tour sur elle-même en une journée. Ça fait donc 360 degrés pour 24 heures, ce qui fait 15 degrés par heure. Autrement dit, 1 heure de décalage, c'est 15 degrés de longitude. Et donc, si on connaît notre heure à notre port de départ et qu'on compare cette heure avec l'heure locale obtenue de notre position actuelle par rapport à la position du Soleil, alors on sait déterminer de combien on s'est déplacé sur le plan est-ouest. Et donc pour déterminer la longitude, on compare 2 heures. Sauf qu'à l'époque, en mer, on n'avait pas d'horloge fiable qui savait résister au choc, au changement de température, et à tous les trucs un peu hostiles qui se passent sur un bateau. Et donc on n'avait pas moyen d'avoir l'heure du port de départ avec nous. Et 4 secondes d'écart, c'est déjà 1 km de décalage. Et donc ce qui fait qu'à l'échelle d'un navire lancé à pleine vitesse, ça peut vouloir dire, effectivement, ça peut vouloir dire rater une île, ou alors s'écraser sur un récif, ou sur un iceberg. Voilà.
Et donc le problème est si grave qu'en 1714, le Parlement britannique lance un défi national qui s'appelle le Longitude Prize. Et le principe, c'est quoi? L'objectif, c'est de déterminer une façon fiable de calculer la longitude en mer. Et la récompense, au-delà de la reconnaissance éternelle de tous les marins de la Terre, c'est une jolie petite fortune. Ouais. Alors ce prix n'est pas décerné à cette époque à un astronome, mais à un horloger, qu'on voit ici, qui est John Harrison. Son idée, elle est géniale par sa simplicité, c'est mettre l'heure de référence dans une boîte, qu'on appelle un chronomètre de navire ici. Il décide, en fait, pour comparer les heures, on a besoin d'une heure de référence unique. Et il décide que cette heure, ce sera l'heure de Greenwich. Pas par prestige, ni par tradition, mais parce que l'Empire britannique en a besoin pour naviguer, commercer et finalement survivre. Et en fait, dès cette époque-là, et tu l'as bien dit, on a rendu le temps transportable dans un environnement hyper hostile et avec une précision jamais atteinte auparavant. C'était hyper stable finalement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce stade, Greenwich, c'est qu'une heure de navigation. Personne ne vit à l'heure de Greenwich. Tout le monde a sa propre heure locale. Et comme tu l'as dit, on vient ici d'implémenter, les marins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils implémentaient le principe d'offset. Ils comparent leur horloge locale, en mer, à l'heure de référence distante, qui est hyper stable avec le chronomètre de marine. Alors, comme on va le voir, entre un chronomètre de marine du XVIIIe siècle et un paquet TCP ou UDP plutôt en 2026, on va le voir, le problème reste le même, l'incertitude du transport. Alors, si on fait un petit récap de ce qu'on a vu jusque-là, pendant 3000 ans, l'heure est locale. Il est midi quand le soleil est au-dessus de notre tête au zénith. Et si par exemple il est 12h à Paris, il est 12h20 à Strasbourg et c'est OK. Puis l'heure de référence est arrivée, l'heure de Greenwich, mais c'était plus le temps, c'était plus pour la navigation. C'était pas vraiment une heure de référence qui était utilisée dans la vie de tous les jours. Et donc chaque ville, chaque clocher continuait d'avoir son heure propre. Et ça, ça marchait très bien jusqu'à l'arrivée du chemin de fer. Sauf qu'avec chaque gare qui fonctionne avec une heure locale, être à l'heure pour un train, ça n'avait absolument aucun sens. Et donc on peut se douter des retards et puis des accidents que ça a pu générer. Et donc à partir de 1840, d'abord les gares, puis les villes, puis l'État britannique abandonnent l'heure locale au profit d'une référence unique qui est l'heure de Greenwich ou GMT, pour Greenwich Mean Time. Et en 1884, à la conférence de Washington, Greenwich est adopté comme méridien zéro pour le monde entier. Et c'est comme ça, en fait, que l'heure est devenue une coordonnée universelle. Alors, comment aujourd'hui, nos ordinateurs qui n'ont ni cadran solaire ni chronomètre de John Harrison font-ils pour rester à l'heure, David? Qu'est-ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nos machines? C'est une bonne question, ça. Alors, en fait, si on regarde ce qu'il y a dans nos ordinateurs, c'est bon, ça marche. Et quand on regarde un peu plus précisément ce que l'on a sur nos cartes mères, là, ici, on a un petit triptyque qu'on appelle le quartz. Une chip, une real-time clock chip, et une petite pile. Le quartz, c'est quoi? C'est quelque chose qui va battre à une fréquence hyper précise, 32 768 Hz. Pourquoi ce chiffre? Parce qu'en fait, c'est 2 puissance 15. Et du coup, il suffit à la chip de diviser par 2, 15 fois, pour avoir un top horloge d'exactement 1 seconde. Et dans ce triptyque, la CMOS alimente, la pile alimente tout le monde, mais elle sert également à autre chose, elle sert de maintien de vie. Parce que quand nos ordinateurs ou nos devices, de manière générale, sont débranchés, qui n'ont plus d'électricité, et bien en fait, elle va servir à, si tu rallumes ta bécane 2 ans après, à avoir une heure à peu près précise. Alors pourquoi à peu près précise? Parce qu'en fait, le quartz, il est vraiment imparfait. C'est une entité physique qui est sensible à la température, à l'âge et à la pression, et il va dériver de l'ordre de 20 ppm partie par million, ce qui fait 1,7 secondes par jour, et que sans synchronisation externe, déjà au bout d'une semaine, on peut en cumuler entre 10 et 30 secondes d'écart.
ou en avance, ou en retard. Alors, si on ne peut pas se fier au cristal pour avoir une heure de précision, vers quoi est-ce qu'on va se tourner? Eh bien, en fait, on va quitter le monde du solide pour entrer dans le monde atomique. Pour arrêter de mentir, on a besoin de sortir de quelque chose qui dépend de la clim, de la pression, de l'âge, de l'usure de la pile, etc. On a besoin d'un étalon, et l'étalon, c'est l'atome de césium-133. C'est celui qui définit depuis 1967 qu'est-ce que c'est une seconde exactement. Eh bien, c'est plus une fraction de rotation de la Terre, c'est très exactement 9 milliards 192 millions, etc., etc. Oscillation de l'atome césium-133. On ne mesure plus le temps par une vibration mécanique du quartz. On le définit par une loi physique constante dans le domaine de l'électromagnétisme. Et c'est immuable et c'est vrai partout dans l'univers finalement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette nouvelle définition, on change radicalement de précision. Puisqu'on est de la nanoseconde de dérive par jour. Et si on veut une seconde de décalage, il faudrait atteindre 300 ans. Alors, cette stabilité phénoménale, elle a donné quoi? Elle a donné quelque chose de nouveau qu'on appelle l'UTC, le temps universel coordonné. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est l'étoile polaire, c'est l'heure à laquelle nos ordinateurs, on va essayer de les mettre en les synchronisant. Sauf que il y a encore quelque chose qui est encore plus précis que l'atome de césium-133, mais qui n'est pas encore utilisé, c'est ce qu'on appelle des horloges optiques. Où là, un drift d'une seconde, il faudrait 10 milliards d'années pour avoir un drift d'une seconde. Ce n'est pas encore utilisé. Ce qui définit le standard de la seconde actuellement, c'est encore l'atome de césium-133, au moins jusqu'à 2030. On utilise quand même les horloges optiques pour corriger de temps en temps ce que nous donnent nos horloges atomiques. Moi, je suis un peu perdu là. On a parlé de temps de l'atome, on a parlé de GMT, d'UTC, et je suis toujours perdu. Est-ce que tu peux tirer ça au clair, s'il te plaît? Alors effectivement, ouais, tu viens de nous parler d'UTC, et juste avant, on a parlé du Greenwich Mean Time. Donc ce qu'on vous propose là, c'est de faire un peu le tri. Donc ce qu'on recherche depuis le début, c'est une échelle de temps régulière et partageable. Historiquement, c'était effectivement le GMT, l'heure de Greenwich. Mais aujourd'hui, le GMT, c'est essentiellement un fuseau horaire, c'est celui de Londres ou de Lisbonne, mais c'est plus vraiment un standard de synchronisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le GMT, c'est l'heure moyenne observée à Greenwich, c'est-à-dire basée sur la rotation moyenne de la Terre. Mais sous l'effet des redistributions de masse, comme les séismes ou les marées, la rotation de la Terre ralentit légèrement, et donc les jours deviennent petit à petit plus longs. Et si la rotation de la Terre ralentit, GMT ralentit aussi. Et donc on l'a vu avec David, au XXe siècle, on change complètement d'approche. Et plutôt que de baser le temps et de mesurer le temps en utilisant le mouvement d'un astre ou d'un oscillateur mécanique, on le définit à partir de l'atome lui-même. Et le temps qu'on récupère comme ça, on l'appelle le TAI, pour temps atomique international. Et le TAI, il compte les secondes SI de manière continue, sans ralentir, etc. Ce n'est pas le temps d'une seule horloge, mais c'est la moyenne pondérée de 450 super horloges atomiques qui sont réparties dans 80 laboratoires à travers le monde. C'est le temps qui est utilisé par les physiciens et aussi par les systèmes GPS. Sauf que le TAI ignore complètement la rotation de la Terre. Et donc, si on utilisait le temps atomique dans la vie de tous les jours, midi ne serait plus le moment où le Soleil est au plus haut dans le ciel. Et c'est comme ça qu'on a introduit un compromis en 1972, et ce compromis, c'est l'UTC, pour le temps universel coordonné. Le concept, c'est l'UTC est basé sur le temps atomique, mais par contre, il est ajusté ponctuellement avec ce qu'on appelle des secondes intercalaires, ou des leap seconds en anglais, pour rester synchronisé avec la rotation de la Terre. Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, l'écart entre les deux aujourd'hui, c'est 37 secondes. 27 secondes depuis la création de l'UTC en 1972, plus 10 secondes un peu historiques, puisque le TAI, lui, existe depuis la fin des années 50. En informatique aussi, c'est l'UTC qu'on vise.
Et donc pour la suite de Stokes, ce qu'on vous propose, c'est de voir comment on fait pour synchroniser des millions de serveurs à travers le monde sans mettre une horloge à 100 000 € dans chaque PC. Et là, en fait, je suis désolée de vous annoncer que c'est la partie où on va faire un peu de réseau quand même. Donc, pour distribuer le temps, on s'appuie sur le protocole NTP, pour Network Time Protocol. Et ce que fait NTP, pour éviter que ce soit le chaos, il organise le monde en une hiérarchie de confiance qu'on appelle les stratums. Tout en haut, au stratum 0, on va retrouver ce qu'on appelle les maîtres du temps. C'est des horloges atomiques, c'est des récepteurs GPS qui vont donner leur UTC. Au stratum 0, on n'est pas sur le réseau. Ces machines-là, elles n'ont pas d'adresse IP, elles ne connaissent pas les ports UDP, etc. Elles se contentent juste de vraiment très bien donner l'heure. Au niveau en dessous, au stratum 1, on va avoir des traducteurs qui vont justement transformer cette vraiment très bonne heure en données informatiques. Un serveur stratum 1, c'est souvent une appliance dédiée avec une antenne sur un toit qui va être physiquement branchée au stratum 0 et qui va être la source de vérité de votre réseau. C'est des équipements qui sont ultra précis, qui sont ultra chers aussi, et donc ce n'est pas des équipements qu'on va utiliser pour alimenter en direct 2000 VM. Et donc pour passer à l'échelle, on crée des couches. Et chaque niveau va demander l'heure à son niveau supérieur. Donc Stratum 2 va récupérer son heure de Stratum 1, Stratum 3 de Stratum 2, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on crée cette très grande pyramide de confiance. Sauf que cette distribution, elle a un coût. Parce qu'au fur et à mesure qu'on descend dans les étages, on s'éloigne de la pureté de l'atome. On va traverser des câbles, des switches, des routeurs, et on va ajouter du bruit, de la gigue et de l'incertitude. Et au final, nos serveurs qui sont en production et qui sont souvent au stratum 3 ou au stratum 4, ils récupèrent un temps qui a déjà bien voyagé. Et donc là, c'est le moment où on va faire un peu de philo, parce que comment est-ce qu'on fait pour connaître l'heure exacte quand le message qui délivre l'heure a lui-même mis un temps imprévisible pour arriver? Et c'est là encore que, en fait, c'est NTP qui entre en jeu, et on va voir qu'on va même réussir à répondre à cette question. Ouais, donc pour trouver l'heure exacte on reviendra dessus, à travers un réseau instable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une petite partie de ping-pong entre un client ou des clients et un serveur ou des serveurs. Et on va avoir 4 marqueurs temporels. Donc le client envoie sa requête à T1, le serveur la reçoit à sa propre heure à T2, répond à T3, et le client la réceptionne, le paquet, à T4. Et en fait, grâce à ce quatuor, NTP il peut isoler ce qui relève du réseau et ce qui relève du décalage horaire. Et pour ça, il utilise 2 formules assez basiques. La première, c'est le délai, delta, le temps total du voyage. Donc là, l'idée, c'est de prendre la durée totale écoulée chez le client, donc T4 moins T1, et d'y enlever le temps passé sur le serveur, et donc T3 moins T2. Et donc ce qui reste, c'est purement du transit dans les câbles. Il va utiliser une autre formule qui est l'offset, ici, θ, pour calculer le décalage réel. Et l'idée, ça va être de comparer finalement la moyenne des temps de réception, d'envoi et de réception, pour savoir si notre horloge locale, elle avance ou elle retarde par rapport à la référence. Et donc si on a un θ positif, notre horloge elle est un peu à la bourre, et si θ est négatif, notre horloge elle est un peu en avance. Sauf que là, en utilisant ces formules-là, on part d'un postulat théorique qui est que le temps aller, passer sur le réseau, est égal au temps retour. Sauf que dans les faits, cette formule elle est purement théorique, ça n'arrive à peu près jamais. Et du coup, comment est-ce qu'on va faire pour affiner ces calculs, Cynthia? Alors ouais, effectivement, le réseau n'est pas déterministe. Avec un routeur qui sature ou un switch qui lag, notre mesure pourrait être faussée par ce qu'on appelle le jitter, pour la variation du délai réseau. C'est ce qui est représenté sur le graphique en haut à gauche, et on voit que le délai réseau n'est pas stable au cours du temps. Certains paquets arrivent à l'heure, mais on voit qu'il y en a d'autres qui arrivent avec pas mal de retard.
Et donc si on suivait aveuglément chaque mesure, notre horloge ferait absolument n'importe quoi. Un deuxième problème, c'est ce qui est représenté en bas sur la ligne rose. Et en fait, la ligne rose, c'est une horloge qu'on aurait laissée, une horloge locale qu'on aurait laissée seule. Et on voit qu'elle dérive. Même avec un réseau parfait, elle va dériver. Pourquoi ? Parce que David nous l'a expliqué, le quartz n'est pas parfait. Il chauffe, il vieillit, il s'use. Et de ce fait, il ne bat pas exactement la seconde SI. Et donc, pour adresser ces deux problèmes, NTP, donc notre protocole qu'on a vu tout à l'heure, va faire du polling. Et NTP est un protocole qui est extrêmement prudent. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire confiance à seulement un paquet. Il va multiplier les mesures et il va supprimer toutes les valeurs aberrantes pour ne garder que les valeurs les plus cohérentes pour ensuite pouvoir faire l'estimation la plus stable possible du décalage. Et une fois que NTP a fait cette estimation, c'est pas fini. Il va décider, pour savoir ce qu'il va faire de ce décalage, il va choisir quelle technique appliquer. Et en fait, on a deux stratégies pour ça. La première, c'est le slew. Ça, c'est NTP qui décide d'accélérer ou de ralentir progressivement la fréquence de l'horloge, de sorte à glisser vers la bonne heure, mais sans saut visible. Et puis, on a une deuxième technique qui s'appelle le step, que NTP n'applique qu'en dernier recours, si l'écart devient trop grand, typiquement au-delà de 128 millisecondes. Et là, en fait, ce que NTP fait, c'est qu'il va téléporter l'horloge à la bonne heure. C'est un peu plus brutal et c'est typiquement ce qui arrive après un reboot, par exemple. Et puis, on a un cas un peu particulier, que même le meilleur algorithme de lissage ne va pas pouvoir anticiper. Alors, on l'a vu, NTP fait tout pour éviter les sauts brutaux. Il multiplie les mesures, il filtre, il moyenne, et quand il doit corriger, il préfère ralentir ou accélérer progressivement l'horloge. Mais il y a un cas, une situation, où le saut, ce n'est pas une erreur, c'est une obligation. Alors, on l'a vu tout à l'heure, notre temps civil, l'heure UTC, est ponctuellement corrigé pour rester aligné avec la rotation de la Terre. Et cette correction, en fait, ça consiste à ajouter les fameuses secondes intercalaires dont on a parlé tout à l'heure, 27 qui ont déjà été ajoutées depuis que l'UTC existe. Mais en vrai, c'est le drame, parce que concrètement, ça va se traduire par une séquence de ce type-là, où au niveau des secondes, on passe de 59 à 60 à 00. Et donc, pour un programme informatique qui s'attend à passer de 59 à 00, une minute de 61 secondes, c'est une aberration logique pure. Et c'est un edge case que beaucoup de développeurs oublient de tester. Et bien évidemment, quand ça arrive, c'est toujours en prod. Alors, on pourrait se demander à quel moment, en fait, cette seconde, elle est ajoutée. Et est-ce que, David, on a une règle pour ça ? Ouais. Qui sait quand est-ce que, dans la salle, levez la main, les lips secondes, qui décide de quand est-ce qu'elles sont ajoutées ? Ouais, c'est quoi ? Ouais, c'est exactement ça. On a l'Observatoire de Paris, pour le coup, qui observe la rotation de la Terre. Et quand ils se rendent compte qu'on va avoir une dérive supérieure à 0,9 secondes, ils disent, les gars, dans 6 mois, on ajuste la correction et on insère cette lips seconde à tout le monde. Et donc, il y a 2 périodes dans l'année, par convention, où on peut les ajouter. C'est ou le 30 juin ou le 31 décembre. Comme ça que ça a été défini. Et ils ont effectivement, je ne sais plus, c'est 4 ou 6 mois pour donner le go à tout le monde. Et bien en fait, quand on prend les 30 juin ou les 31 décembre, ne faites pas de mise en prod parce qu'on a eu quelques incidents célèbres sur les dernières années à ces dates-là à peu près. Donc en 2012, on a Reddit, Cloudflare et LinkedIn qui là ont inséré la lip seconde. On a eu un CPU qui est parti en boucle infinie et donc des outages au niveau, pour le coup ça va uniquement network, au niveau du temps, mais quand ça plante, il y a beaucoup de choses qui plantent ensuite. En 2015, le 30 juin, c'est bizarre. Là, c'est des versions très spécifiques de Bind et des appliances spécifiques aussi de NTP qui se sont mis à crasher juste après l'insertion de la lip seconde. Et en 2017, c'est bizarre, 1er janvier, on a Cloudflare
où une partie de son infrastructure DNS, du coup, a planté à cause de l'insertion de la lib seconde. Donc quand le temps se met à déconner, en fait, il y a des services annexes qui se mettent à planter. Au passage, Cloudflare a un super blog post daté du 1er janvier 2017, du coup, qui explique pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce souci-là et comment est-ce qu'ils l'ont corrigé. Et en gros, ils ont fait une opération mathématique qui a donné un résultat négatif qui n'était pas prévu et catché par le code. Et donc, le temps a planté et l'infrastructure DNS a planté. Le super leur blog post. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce que les géants ont décidé de faire? On verra les géants après, mais dans un premier temps, il y a l'organisme du poids et des mesures qui a décidé de dire d'ici 2035, on va arrêter d'insérer des lib seconds. C'est-à-dire à partir de 2035, ou avant si on peut, on arrête d'insérer des lib seconds. On considère qu'une seconde, c'est pas terrible. On va attendre quelques dizaines ou centaines d'années d'avoir une ou plus minutes d'écart entre la rotation de la Terre et l'UTC pour faire un saut brutal à ce moment-là. Bon, 2035, c'est bien. On va voir juste après, on a quand même des bonnes pratiques à appliquer. Et les géants, du coup, donc on a pas mal d'hyperscalers et les géants, on va dire, d'Internet, ont décidé d'implémenter une méthodologie qui s'appelle le leap smurring, du coup. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si je dois rajouter une seconde, je ne vais plus le faire de manière brutale pour éviter d'avoir des minutes qui durent 61 secondes. Je vais lisser ça sur une journée, sur 24 heures. C'est les deux choses qui arrivent pour essayer de plus trop avoir ce souci-là. Alors ce qu'on va voir maintenant, 2035, c'est loin. C'est quoi les bonnes pratiques pour ma prod ou pour mon code sur tout ce qui est lié au temps. Mais vraiment, peut-être pourquoi est-ce que nos systèmes ils doivent être correctement à l'heure, entre guillemets, quoi. Alors, le temps, en fait, c'est la preuve logique de tout ce qui se passe dans votre système. Et en production, si ce temps dérive, il y a au moins 3 choses qui deviennent immédiatement problématiques. Alors, côté sécurité d'abord, Kerberos et vos certificats TLS reposent sur des fenêtres temporelles. Si le temps dérive, vos accès pourraient expirer avant même d'avoir servi et toute votre authentification tomberait. Côté observabilité ensuite, sans synchronisation, corréler des logs, ça devient mission impossible. Et donc on se retrouverait avec des paradoxes, avec des logs qui remontent le temps, avec des réponses qui pourraient arriver avant que la requête soit émise. Bref, un cauchemar à débugger parce qu'en fait, votre système raconte une histoire qui n'existe pas. Et puis, on a un troisième problème, c'est l'intégrité des données. Parce que dans les systèmes distribués, si on a une horloge qui est décalée, le last right win, la règle du last right win ne s'applique plus. Et donc, ça part en loterie, avec à la clé une corruption de données silencieuse mais immédiate. Et donc, pour éviter tous ces problèmes, c'est bien d'avoir un petit guide de survie pour la prod. Et justement, c'est ce qu'on vous propose de voir dans cette section. Ouais, donc une des premières choses qu'on va faire, c'est choisir le bon moteur, choisir le bon client, entre guillemets. Donc on a plein d'options à disposition. On a le grand classique, la NTPD, donc c'est le standard historique. C'est plutôt un paquebot, il est long à stabiliser une horloge qui dérive, mais il est quand même, ceci étant, fiable. Le souci, c'est qu'en 2026, on a de plus en plus de VM dans le cloud. Et les VM dans le cloud, elles subissent des aléas, tels que des freezes. Pourquoi? Parce qu'on doit les bouger d'hyperviseur, parce que l'hyperscaler ou le cloud provider a décidé de patcher une VM, patcher un hyperviseur, patcher un microcontrôleur, donc il va freezer toutes les VM sur l'hyperviseur. Et donc il y a des steps de temps qu'il faut faire pour corriger des choses. Et donc si NTPD est un peu lent à corriger tout ça, c'est un peu embêtant. On a le deuxième, plus récent, qui marche très bien, qui est ultra fiable, c'est Chrony. Il est d'une précision assez chirurgicale et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il marche pas mal sur des réseaux, on va dire, instables. Il y a un algo, il implémente des maths et des stats, comme on l'a dit. Et donc ce sera notre recommandation pour la production à ce niveau-là. Il y en a un autre, Time5D, là. Beaucoup plus récent, je crois que c'est 2014. On l'a de plus en plus sur nos laptops. Il marche très bien. C'est pas encore fait
pour des gros systèmes distribués. Donc on vous recommandera ici d'utiliser Chrony de notre côté. Une fois qu'on l'a fait, et si on s'appuie sur NTP, une bonne pratique historique pour NTP, c'est d'utiliser au moins 4 sources. On va voir pourquoi, mais avant, si on regarde le détail de la sortie de Chronic Sources ici, on voit qu'on n'en a que 2 de configurés. La première, ici, est privilégiée. Pourquoi? Parce qu'on a un astérix. Et NTP et Chrony a décidé de la privilégier. Pourquoi? Parce qu'il décide qu'elle est plus précise. On va voir après pourquoi. La deuxième a été écartée parce qu'il y a un tiret à ce niveau-là. Parce que du coup, elle est moins précise. Alors si on regarde ici, on va retrouver un certain nombre de choses dont on a déjà parlé. Notre stratum, le pôle, c'est configurable. C'est tous les combien de temps il va aller chercher la source de... Il va query le network pour aller chercher le temps, exprimé en puissance de 2. Donc là, c'est 2 puissance 6, 64 secondes. Le reach, c'est comment se sont passées les 8 dernières tentatives d'aller chercher le temps, exprimé en octal. Et donc 377, ça veut dire que tout s'est très bien passé sur les 8 derniers essais. Le last receive, donc 35 secondes pour la première source. Et enfin, la dernière ligne, c'est vraiment ici la plus intéressante. On va retrouver l'offset total et l'offset corrigé. Et ce qu'on voit ici, c'est que pour la première source, on a un offset corrigé de 941 microsecondes. Mais attention, on l'a dit, on fait pas mal de statistiques, donc il n'est pas sûr de lui. Et ce qu'il va nous donner, c'est un intervalle de confiance de l'ordre ici de 13 millisecondes. Ça vous paraît bien ou pas bien? C'est pas mal. C'est pas mal? C'est pas mal. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on vous dit d'utiliser 4 sources. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on utilise une, on est obligé de la croire sur parole. Si on utilise 2 et qu'il y en a une qui nous ment, on va avoir du mal à savoir laquelle nous ment. Si on utilise 3, on peut isoler un menteur et définir c'est quoi à peu près ma vraie source de vérité. Sauf que si on en perd un sur les 3, en fait, on retombe sur le problème qu'on avait si on en avait uniquement 2. Et donc ce qu'on dit, c'est que pour atteindre le quorum de sécurité, il nous en faut 4 pour pouvoir isoler les menteurs et rester à peu près fiable, entre guillemets, si on a des problèmes de réseau. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a plein de métriques. Et Cynthia, on fait quoi avec des métriques en production? On les met sur un dashboard de monitoring. C'est une bonne idée. Ok. Donc, si vous utilisez Prometheus, vous avez déjà accès à un certain nombre de métriques natives via le node exporter. Parmi les plus critiques, on retrouve effectivement l'offset, dont David vient de nous parler, et qui va nous donner l'écart réel avec la vérité, donc en haut à gauche. À droite, on a notre booléen de survie, qui va nous dire si on est synchronisé ou pas. Mais avoir des métriques, c'est bien. Par contre, comment est-ce qu'on les utilise? Qu'est-ce qu'on fait de ces métriques? En fait, on va créer des alertes. Et la bonne pratique, c'est de créer une première alerte en mode warning dès que l'offset atteint 50 millisecondes, parce que ça pourrait indiquer un réseau congestionné ou bien un serveur qui swap. On a ensuite un deuxième niveau d'alerte, et là, on passe en mode critical dès que l'offset atteint ou franchit les 100 millisecondes, ou plutôt les 128 millisecondes, puisqu'on l'a vu, à ce moment-là, NTP pourrait décider de stepper, c'est-à-dire de faire sauter l'horloge. Donc tout ça pour dire que le temps, c'est pas juste un détail, c'est une métrique au même titre que le CPU, que la mémoire et que le réseau, qui va être un indicateur de la bonne santé de votre système. Ouais. Et pour finir sur la partie système, on a dit que c'était bien de choisir Chrony, de lui configurer 4 sources. Il y a d'autres choses qui sont préconisées en termes d'installation et qui sont données par un très bon cloud provider. Là, je vous le recommande. La première, ça va être de configurer le drift file. Du coup, ça va nous permettre de loguer la vitesse à laquelle l'horloge dérive. La deuxième, ça va être le make update skew ici. Alors 100, c'est ce que tout le monde utilise. Ça veut dire, attention, si tu reçois une dérive de plus de 100 parties par million, ne surréagis pas trop vite, attends d'avoir d'autres choses qui te confirment ce que tu es en train de penser. Et la troisième est peut-être la plus importante dans, je dirais une VM dans le cloud aujourd'hui, c'est le make step. Ici, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient dire à Chrony, si tu as un offset supérieur à 1 seconde, là, peu importe la situation, fais un step
immédiatement. Ça veut dire mets-toi à l'heure immédiatement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu avais peut-être été freeze pendant 1 seconde, 10 secondes, 30 secondes parfois, chez certains cloud providers. Si tu as 1 Tera de RAM, en général, quand on te bouge d'hyperviseur, ça prend pas mal de temps. Et donc, il vaut mieux faire une correction d'horloge brutale, mais immédiate, qu'en fait, essayer de rattraper l'heure pendant des minutes ou des heures, et donc avoir tout ce qu'on imagine au-dessus, complètement à côté de la plaque. Et alors ça, c'était pour la partie système. On a aussi des bonnes pratiques côté dev. Ouais, et là, l'erreur classique à ne pas commettre, c'est de confondre quelle heure il est avec combien de temps ça a duré. L'horloge système ou la wall clock, c'est très bien pour dater un log ou un événement métier, mais c'est instable. On l'a vu, NTP pourrait le corriger, Setter pourrait ralentir, sauter, etc. Et donc le résultat, c'est qu'on pourrait se retrouver avec des requêtes à moins de 12 millisecondes ou alors même casser des timeouts. Et donc la règle, c'est la suivante. Oui, pour afficher une heure ou pour afficher la date pour de l'audit, des logs ou des entrées de base de données, la wall clock, c'est très bien. Par contre, dès qu'on a besoin de mesurer une durée, alors on utilise une horloge monotone. Ce que ça fait, c'est que ça marche comme un chronomètre et ça mesure le temps écoulé depuis un point arbitraire, sans pause, sans ralentir et de manière ultra précise. Dans la pratique, on a déjà tout ce qu'il faut. C'est par exemple Stopwatch en .NET, mais on a aussi l'équivalent en Go, en Java et en Python. Donc, bon, l'idée de ce slide, c'est vraiment de retenir que la wall clock, c'est très bien pour afficher l'heure, la date. Par contre, dès qu'on a besoin de mesurer une durée, on switch sur la monotonic clock. Alors, et pour conclure ce talk, on vient de voir plein de choses liées à NTP, comment l'installer, comment bien le configurer, etc. Sauf que NTP, en fait, il nous permet, après une bonne synchronisation, et on l'a vu, d'avoir une précision de l'ordre de la milliseconde. Et en vrai, c'est pas mal, et ça suffit pour la vaste majorité de nos applications de manière générale. Mais on a quelques cas où c'est pas assez la milliseconde. Les bases de données distribuées, tu en as parlé tout à l'heure, Cynthia, les systèmes haute fréquence, le trading haute fréquence et compagnie, et les télécoms, notamment les antennes 5G et compagnie, elles ont besoin d'avoir une précision vraiment chirurgicale de l'ordre de la microseconde. Et donc pour ça, on ne va pas pouvoir se tourner vers NTP, puisqu'il ne sait pas faire, puisqu'il y a des réseaux, puisqu'il y a des stats et de l'incertitude derrière. On va se tourner vers un nouveau protocole qui, lui, s'appelle PTP, pour Precision Time Protocol. Ce qu'il faut comprendre, c'est que NTP existe depuis le début d'Internet, là, dans les années 80. PTP, lui, existe depuis, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 2004. Le rôle, c'est exactement le même que ce qu'on a vu avant, hein, garder nos horloges synchronisées, mais on va changer radicalement d'approche. Plutôt que de passer au travers d'Internet, on va faire un horodatage matériel pour aller chercher une précision de l'ordre de la micro ou nanoseconde, plutôt que de la milliseconde. Et on est sur du réseau local. On est sur du réseau local. Alors comment est-ce que ça marche? Avec NTP, ce qu'on a vu jusqu'à présent, le timestamp, il est logiciel. Le paquet arrive sur la carte réseau, traverse le kernel, on attend que l'OS lui donne la main, on fait un peu de compute et de stats, et en fait on ajoute du bruit, de la gig et de l'incertitude. Là, avec PTP, l'approche, c'est de dire le timestamp, il est posé directement sur le hardware, directement sur la carte réseau, au moment précis où le bit touche le cuivre. Donc on n'a plus de KO, on n'a plus d'OS finalement. Et donc si on affiche les sources ici, on voit qu'on n'a plus une source network, on a une source de type PHC0 pour PTP Hardware Clock. Et donc ça, on va le retrouver chez la plupart des gros infrastructures providers et cloud providers. Comment est-ce que ça marche? C'est qu'ils vont maintenir une horloge ultra stable côté hot, et l'exposer à des VM au travers d'un périphérique local. Et donc /dev, /ptp hyper-v pour Azure notamment. Et donc ce qu'on voit quand on regarde l'offset corrigé là, il est de 26
microsecondes maintenant, et l'intervalle d'incertitude est de l'ordre de la nanoseconde. Beaucoup ici. On ne va pas aller plus loin sur PTP, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec NTP, on fait du réseau et on va sur Internet, et donc on rajoute beaucoup de bruit et de l'incertitude, mais c'est largement assez sur la plupart de nos systèmes d'information. PTP, ce n'est pas le même coût. Alors maintenant, c'est accessible, parce que tous les cloud providers le font. Mais là, on descend radicalement en échelle de précision si on en a besoin. Alors, merci beaucoup de votre attention. Et du coup, j'ai une question pour toi, Cynthia. C'est quelle heure précisément? Il est 16h21. C'est bon, on est à l'heure. Merci à tous et on a des petits globes. Bon, je sais pas où ils... Il y en a 4 minutes pour des questions, si vous voulez. Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris sur PTB. Vous dites que c'est local, qu'on a du stratum 0, ça veut dire que les data centers ont une horloge atomique chez eux? Ouais, ils vont maintenir quelque chose sur le toit que l'on a vu là. C'était des vraies photos de GPS. Et chaque équipement du réseau, du coup, va venir accoler un timestamp où on a des appliances assez spécialisées, où on peut avoir des switches qui supportent ce genre de choses-là. Ce n'est pas le but de trop deep diver dessus, mais à travers tout le réseau, on va maintenir un timestamp hyper précis, et c'est comme ça que fonctionne PTP finalement. Par contre, effectivement, la sortie de Chronic Sources, là, qui te donne un stratum 0, faut plus le voir comme une interface matérielle finalement, plutôt qu'un stratum 1, 2, 3 ou 4. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez compris Ouais, c'était bien? Oui. Avant d'attaquer NTP, vous avez parlé d'une horloge plus précise qui était l'horloge optique. Comment ça fonctionne? Parce que vous avez expliqué l'horloge atomique qui était un nombre d'oscillations par seconde. Et l'horloge optique, c'est quoi le principe? L'horloge optique, je vais être très honnête, je ne sais pas. D'accord, ok. Je sais juste que quand on a pas mal gratté le sujet, du coup, c'est des choses qui sont hyper chères. Je crois qu'il en existe que 3 ou 4 actuellement. Dans des laboratoires, ouais. Dans des laboratoires. C'est genre hyper cher. Je crois qu'on est de 3 millions d'euros l'horloge optique. Ça remet en question beaucoup de choses. Je vais être très honnête, je maîtrise, j'ai pas la réponse. Peut-être un rapport avec la vitesse de la lumière ou quelque chose comme ça? J'imagine. Eh bien, merci beaucoup et bon après-midi.